Bonjour à tous, je m'appelle Brice Augras, je suis ce qu'on appelle un hacker éthique. Donc avant de démarrer l'intervention, donc on va avoir 45 minutes pour échanger sur le volet cyber, intelligence artificielle et failles informatiques. Par curiosité, qui était là à la conférence de mardi matin pour voir à quel point il y aura des redits? Ok, bon, ça va. Avant de démarrer, je vous propose un petit exercice. Lorsque vous entendez le terme hacker, est-ce que vous pourriez lever la main ceux qui associent une forme d'illégalité dans cette typologie de personnage? Ok, bon, bah, on a bien fait, vous avez bien fait de venir dans ce cas-là. Donc je suis ce qu'on appelle un hacker éthique. On a rajouté le petit mot éthique derrière et on démarrera cette intervention avec un peu d'étymologie et de définition. Parce qu'en fait, le hacking... tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est galvaudé pour plein de raisons qu'on évoquera juste après. Mais malheureusement, en fait, heureusement, c'est juste un mouvement qui est né dans les années 60 et sur lesquels il n'y a jamais eu d'action d'illégal. Aujourd'hui, on a trop tendance à confondre malheureusement ce qu'on appelle les hackers d'une part et les cybercriminels de l'autre. Cybercriminels étant effectivement des individus qui agissent dans une illégalité, une impunité totale. Donc le hacker tel qu'on le connaît de nos jours, son cœur de métier et puis même son activité au quotidien, c'est de pirater à peu près tout ce qui contient de l'électronique. Donc ça peut aller de la serrure connectée en passant par le site web, en passant par une infrastructure interne d'un site industriel. Donc c'est vraiment tout ce qui contient de l'informatique et c'est d'essayer de détourner le fonctionnement de ceci. Sauf que dans l'univers du hacking, si on se base sur Hollywood, le hacker finalement c'est celui qui a plein de compétences et qui peut pirater à peu près tout ce qui existe sur la planète. Constat, je dirais assez amer de vous dire que malheureusement ça relève plus de l'utopie, puisqu'aujourd'hui notre univers technologique il évolue tellement vite que le hacker qui sait tout pirater, il n'existe pas. C'est vraiment un mouvement qui se veut très communautaire depuis quasiment 60 ans, parce que ce sont des individus avec des champs de compétences sur des technologies bien spécifiques et qui suivent un mantra autour du partage, vraiment de se regrouper régulièrement dans des conventions, dans des conférences, dans le but de partager leurs connaissances et de faire avancer la maturité, sécurité des entreprises, que ce soit du territoire national ou même à l'échelle mondiale. Donc c'est vraiment un univers où vous avez un grand esprit de partage. Pourquoi spécifiquement vive la Bretagne? Ne me demandez pas pourquoi, il y a peut-être une évolution sociologique à mener en Bretagne sur pourquoi il y a une grande prédominance de hackers qui sont localisés à Rennes majoritairement, qui est aujourd'hui présentée comme une place forte de la cyber. On en a quelques-uns à Brest, parce que moi je viens de Brest, peut-être lié au temps et à la météo qui nous pousse à être plus de temps derrière un écran et à se former. À savoir, il y a peut-être une étude. Dans tous les cas, le mantra et la baseline dans l'univers du hacking et la philosophie avec laquelle on approche nos jobs, c'est basé vraiment sur le hit, sleep, hack and repeat. Alors qu'est-ce qui se cache derrière? Le hit, c'est le fait de se regrouper régulièrement, de partager nos travaux de recherche et de faire avancer le niveau de maturité globale. C'est vraiment, il y a des gens qui vont passer 40 ans de leur carrière et qui, à la fin, sans avoir déposé de brevet, vont mettre sur Twitter ou sur un blog leurs travaux de recherche en disant la nouvelle génération, prenez et faites mieux que ce que j'ai fait. Donc c'est vraiment très spécifique à ce secteur-ci. Le volet sleep, c'est une petite anecdote pour dire que notre métier reste un métier de passionné. Aujourd'hui, si je prends mon équipe, vous pouvez voir en photo à droite avec nos suites, j'ai 2 profils diplômés sur les 10 profils tech qui composent la team. Par contre, j'en ai aucun en dessous de 40 000 heures d'auto-formation derrière un écran, à s'entraîner sur des plateformes en ligne, à regarder des tutos, à reproduire et à essayer de trouver des failles. Donc finalement, c'est vraiment un job où généralement, le droit à la déconnexion, on a de gros problèmes avec notre avocate en droit social, très concrètement. Et puis le cœur du métier au quotidien, qu'est-ce qu'on fait très concrètement? Alors on fait, il y a un pan de l'activité qui est assez atypique, qui s'appelle le bug bounty, chasseur de primes des temps modernes d'une certaine manière. C'est Apple qui vous dit piratez mon dernier iPhone, je vous donne $1 million. Donc c'est des entreprises suffisamment matures pour permettre de donner un terrain de jeu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à soit une communauté sélectionnée, soit à tous les chercheurs du globe en disant aujourd'hui, si vous trouvez une faille chez nous, notre modèle économique, c'est on va vous rétribuer à la faille que vous trouverez sur nos services en fonction de la gravité de celle-ci. Donc là, typiquement, au Forum de la Cyber à Lille, cette année, on a joué avec vos retraites ou vos comptes CPF. C'était la Caisse des dépôts qui nous a donné tout le terrain de jeu des services publics en disant voilà, pendant 36 heures sans dormir, vous allez pouvoir essayer de trouver des failles et on vous rétribuera. Donc voilà, c'est généralement des acteurs qui ont déjà fait des tests au préalable parce que s'aventurer sur du bug bounty sans avoir déjà testé de manière plus traditionnelle, vous risquez de prendre cher.
Un autre pan de l'activité, c'est les tests d'intrusion traditionnels. Donc ça peut aller tests d'intrusion virtuels, tester la sécurité d'un site web. Et je vous ai préparé quelques exemples aujourd'hui spécifiques à vos secteurs d'activité autour de l'e-commerce et du retail. Merci à ceux qui m'ont autorisé à les communiquer. Et ça peut être également des tests d'intrusion physique. On a de plus en plus de demandes. On va dire une centrale nucléaire ou un site Céveso, on nous demande carte blanche pour vous introduire physiquement sur le site et prouver la manière dont vous allez pouvoir exfiltrer à la fin de la journée des brevets, accéder à des salles serveurs, mettre un sticker sur le bureau du DG pour prouver que vous avez réussi à aller jusque-là sans vous faire toper et évaluer nos niveaux de sûreté périmétrique et physique, tant au niveau process que système de surveillance en place en fonction des technologies, caméras, badges et j'en passe. Donc ça, c'est mon job. Et c'est notre job au quotidien, donc c'est plutôt cool comme boulot. Mais dans tout cela, il y a la dernière phase de la baseline qu'il ne faut pas oublier, c'est le repeat. C'est que notre niveau de compétence, en interne, à date, on s'impose 30% de R&D, parce qu'en fait, on considère qu'au bout de 6 mois, si on ne fait pas suffisamment de R&D, on devient mauvais. Le terme expert, souvent, il est très galvaudé, parce qu'en fait, c'est l'expertise dans le sens propre de sa définition, c'est quelque chose qui s'alimente et qui se maintient, parce que dans cet univers IT où tout va très vite, et on le verra dans la présentation, notamment avec les failles contre les IA, si on ne se maintient pas à jour et si on ne fait pas suffisamment de R&D, au bout de 6 mois, moi je me trouve mauvais, même si en tant que dirigeant d'entreprise, j'essaye de militer auprès des équipes pour qu'ils ne me virent pas tout de suite de la tech. Alors parlons cyber. On va éviter la définition Wikipédia pour essayer de définir ce que c'est que la cybersécurité. On va avoir une approche un peu plus pragmatique et opérationnelle. Donc, je ne vais pas vous étouffer et vous assommer avec la définition Wikipédia, mais on va essayer de découvrir ce qui se cache derrière le terme cybersécurité. La version corpo, c'est ce qu'on appelle un néologisme. La version un peu moins corpo, c'est un terme fourre-tout. On a défini la cybersécurité. En fait, on n'imagine pas forcément tous les métiers qui se cachent derrière. Moi, je me retrouve typiquement ici. Au sein de la cybersécurité, j'ai une expertise technique en tant que hacker. Je sais pirater, je sais trouver des failles informatiques. Mais il y a plein d'autres métiers qui se cachent et sur lesquels, bien souvent, les chefs d'entreprise, les responsables de pôles techniques ont méconnaissance de l'existence de ces postes. On a par exemple les métiers du juridique. Pourriez-vous, à main levée, me dire dans l'écosystème de prestataires et de fournisseurs de services qui accompagnent votre activité, est-ce que vous savez si dans les contrats, il y a des clauses cyber? Qui a des clauses cyber dans ces contrats? Voilà. Donc typiquement, les métiers du juridique, c'est un vrai enjeu, parce qu'aujourd'hui, en tant que client de solutions numériques, vous êtes à même de pouvoir exprimer un certain niveau d'exigence à l'égard de vos fournisseurs de services, parce que vous leur confiez une partie de votre activité, une partie de votre data, et du coup, intrinsèquement, une partie du risque au cas où demain il subirait un acte de cybercriminalité. Vous en seriez une victime et un dommage collatéral, malheureusement. Donc tout ça, il y a plein de métiers du juridique au niveau du droit de la cyber et du droit des affaires qui existent. Gérer une conduite de changement cyber quand on part d'une carte blanche, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc il faut du monde pour piloter cette conduite de changement, pour que ce ne soit pas vécu comme un traumatisme avec uniquement le responsable de l'équipe technique ou le RSSI, donc le responsable de la sécurité des systèmes d'information qui viennent voir tout le monde en disant voilà, à partir de demain, il y a telle règle qui va être mise en place et puis on ne vous explique pas pourquoi, on n'explique pas la roadmap qui va être suivie. Généralement, c'est souvent source de frustration. Donc il faut des métiers pour piloter la conduite de changement. Souvent, c'est des sujets, des chantiers qui vont se projeter à 2 ans, 3 ans, avec toute une roadmap de mise en conformité. C'est des métiers de la communication. Depuis 2018, on a le RGPD en France. Typiquement, en cas d'incident cyber, dans les 72 heures, est-ce que vous savez quelle autorité vous êtes censé contacter si demain vous subissez un méfait? Exactement. Typiquement, au-delà de communiquer auprès des autorités compétentes, il y a de vrais enjeux sur le fait de communiquer auprès de vos clients, de vos fournisseurs, potentiellement de la presse qui va se montrer très curieuse, dans le moment et l'instantanéité où vous risqueriez de subir un acte de cybercriminalité. Donc ce sont des vrais enjeux de comment est-ce qu'on maîtrise la communication. Parce qu'une investigation numérique, quand on subit un incident, ça ne se résout pas forcément en 24 heures, donc il faut arriver à communiquer aussi dans le temps la problématique sécuritaire. Et ce sont des métiers de l'administratif, parce que tout ce qu'on évoquait précédemment, c'est aussi acculturer les services achats à ces enjeux-ci, qui vont avoir un prix très opérationnel métier, les services financiers, à comment dans leur quotidien intégrer ces enjeux cyber. Et la même chose, c'est également une composante. Donc voilà un peu ce qui se cache dans l'activité d'une entreprise quand on parle de cybersécurité. Mais rentrons dans le vif du sujet. Donc on va s'intéresser aux hackers. Moi j'ai grandi avec ça comme casserole hollywoodienne.
Donc, exemple le plus vieux, quand j'étais gamin le samedi soir sur M6 avec les deux rats de laboratoire avec plein de compétences informatiques qui tapent à deux sur un clavier pour combattre le méchant envahisseur russe. Pas ouf. Ensuite, on a eu Mister Robot, qui était une série, alors peut-être Netflix, je crois, qui techniquement parlant, fait partie du contenu hollywoodien le plus proche de ce qu'on fait dans notre quotidien, dans les lignes de code qu'on tape sur les PC portables, mais toujours casserole hollywoodienne. Le personnage principal souffre de troubles psychiatriques, donc ça aide pas à la cause. Et puis les médias nous ont un petit peu aidés, parce que même chose, quand vous ouvrez la presse, une fois de plus, on voit à chaque fois le terme hacker, et il y a malheureusement ces 20 ans de casseroles médiatiques et hollywoodiennes qui font que on confond hacker et cybercriminel. Et c'est pour ça que je commence toujours avec un peu de théorie pour dire non, effectivement, il faut bien faire le distinguo des deux, parce qu'aujourd'hui les cybercriminels se sont structurés. Depuis le Covid, il y a une vraie accélération. On a étudié un groupe en 2022 qui s'appelait Conti, qui a implosé pour des raisons géopolitiques. Donc on a eu accès à 2 ans de conversation interne. Un groupuscule comme Conti, parmi les plus de 150 référencés sur le globe, on parle de 700 collaborateurs en interne. Il y a des processus RH, il y a du SAV, il y a des commerciaux, il y a des chargés d'affiliation et des affiliates. Donc ce sont des entreprises mafieuses qui se sont énormément structurées et face auxquelles on est dans une conjecture du jeu du chat et de la souris, parce que eux, contrairement à nous, n'ont pas d'obligation droit des contrats, juridiques, normatifs et j'en passe. Donc il faut bien distinguer les cybercriminels des hackers. Et du coup, justement, ces cybercriminels, qui attaquent-ils ? Alors, il faut toujours avoir un peu d'autodérision. Donc, venant de Brest, je vais commencer avec un exemple qui me concerne directement, histoire de ne pas que vous considériez les exemples qui suivent comme un ciblage spécifique à votre secteur d'activité. Mais aujourd'hui, on continue d'observer une recrudescence des volumes de cyberattaques. Et les exemples sont nombreux. Si je prends tout ce qui est plateforme e-commerce ou retail, donc j'ai pris SFR, j'ai pris Free, dont je pense beaucoup ont entendu parler sur la fin d'année 2024. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, Top Achat après LDLC. Alors l'idée à travers ces exemples multiples, c'est pas de faire du name shaming, c'est de vous faire passer 2 petits messages. Aujourd'hui, si vous souhaitez faire de la veille et vous rendre compte de l'accélération des incidents, vous avez un super site qui est apparu du coup de la part d'un chercheur de la communauté qui s'appelle bonjourlafuite.eu.org, où vous avez une super chronologie qui vous retrace tous les exemples médiatisés avec les types d'incidents cyber, les failles associées et les volumétries de données qui ont fuité. Mais l'idée de cet exemple aussi, et ça c'est le 2e message, c'est de vous faire sortir avec ce dernier exemple et cette photo aujourd'hui vous êtes là dans une conjecture professionnelle pour parler d'incidents cyber susceptibles d'arriver dans votre activité professionnelle et de prendre un petit peu de recul par rapport à la manière dont on voit les cyberattaques évoluer. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que l'un d'entre vous a une idée de ce qui est présent sur cette photo ? L'un ou l'une d'entre vous, pardon. On n'est pas très loin. J'ai une 2e proposition derrière. C'est ça. Donc ça, c'est une photo prise lors d'un contrôle inopiné de la gendarmerie sur la région parisienne. Alors pas à Noël 2024, mais le Noël qui précède. Donc ils arrêtent une dame au volant de sa voiture. Et effectivement, donc sur le siège passager, ils constatent la présence de 7 équipements. Et dans le coffre, 7 équipements. Premier réflexe de la gendarmerie, qui n'est pas forcément sensibilisé lorsqu'il voit une valise dans le coffre avec ça, c'est d'appeler les services de déminage. Sauf qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle un IMSI catcher. Donc, historiquement, c'est plus de l'équipement utilisé par nos services de renseignement, les services d'enquête spécialisés, pour faire de la captation auprès des relais téléphoniques, créer des faux réseaux et être en capacité de borner des numéros de mobile actifs dans certaines régions géographiques, voire en fonction des technologies, de faire de l'écoute téléphonique. Ce genre d'équipement, périodiquement, vous pouvez les voir passer sur eBay, les anciens déclassés de nos services, sur lesquels vous pouvez vous les fournir, sans qu'on vous demande si vous avez un numéro de SIRET, entre 2 et 3 000 euros. Oui. Ah oui, faut rester pris, voilà. Okay. C'est pas cher. Ah non, du tout. Et donc, ça leur a permis de collecter des numéros de téléphone actifs par département au sein même de la région parisienne. Et là, se pose la question du pourquoi. Si je vous dis bonjour, c'est votre facteur Chronopost, j'ai un colis pour vous que j'aimerais bien vous livrer dans le 92 où vous êtes, merci de cliquer ici pour payer les 3 € de frais de dédouanement. C'est grâce à ces réseaux-là où ils faisaient de la captation des numéros de téléphone actifs qu'ils alimentaient des listings qu'ils revendaient par la suite pour alimenter ces réseaux d'arnaques qui servaient à vous envoyer ces SMS frauduleux. Les personnes qui ont été démantelées, donc c'était un réseau de 4 ou 5 personnes, anciennement c'était de la délinquance traditionnelle, ils n'avaient pas d'appétence cyber particulière.
sauf qu'ils ont basculé du côté cybercriminalité parce qu'ils ont vu une opportunité. Bon, en l'occurrence, ils s'y sont mal pris, il y avait une forme d'amateurisme, donc ils se sont très vite fait arrêter. Mais avant, c'était de la délinquance traditionnelle. Donc aujourd'hui, la bascule de je vends de la drogue et potentiellement je vais plus facilement me faire arrêter que si je me mets à la cybercriminalité, c'est un vrai constat. Et au-delà de ça, cet exemple spécifique permet de mettre en exergue, c'est les cyberattaques dans la conjecture professionnelle, c'est une chose. On se rend compte qu'il y a de plus en plus de sophistication des tentatives d'attaque à l'égard des concitoyens français. Donc, à travers ce genre de cas d'usage, sur les arnaques aux faux conseillers bancaires, il y a une explosion. Je pense que cette année, vous en avez tous eu marre de raccrocher à des 01 et des 06 qui vous bipent et qui vous rappellent par la suite pour savoir si vous êtes actif. Malheureusement, ces sous-réseaux d'arnaques sont généralement alimentés par des listings, et ces listings de collecte d'informations à caractère personnel viennent des grosses fuites majeures également qu'on a connues sur 2024. J'ai cité Free, mais si je prends France Travail plus les deux organismes de mutuelles dont le nom m'échappe, qui ont également eu lieu en 2024, il y a déjà de quoi cibler une bonne moitié de la population française sur de la coordonnée récente. Donc c'est vraiment de prendre le recul, de se dire, ok, la cybercriminalité aujourd'hui elle évolue et elle sort de la conjecture professionnelle, donc il est nécessaire pour tous de prendre en compte cette évolution-ci et de se dire il va être de notre devoir d'en avoir conscience en tant que concitoyen et également de passer les messages de vigilance à nos proches. Expliquer à ma grand-mère comment faire attention à un mail de phishing ou SMS qu'elle reçoit sur son téléphone, vu la fracture numérique qu'il y a entre nous deux, ça demande quand même un effort de sensibilisation parce qu'elle ne viendrait pas à une conférence comme celle-ci. Elle n'irait pas sur le site de notre gendarme étatique pour lire le dernier MOOC de l'ANSSI pour savoir comment se protéger sur du phishing ou sur du phoning. Donc il y a vraiment ce devoir de concitoyens qu'on a tous à date de sensibiliser, et je pense également sur ce sujet-là à sensibiliser nos jeunes. J'ai pas d'enfants, mais très concrètement en tant qu'acteur privé, je reçois des pères de famille, des mères de famille qui viennent nous voir en disant j'ai mon gamin qui subit du cyberharcèlement, du revenge porn depuis 2 ans, ça fait 4 fois qu'on va déposer plainte, au bout de 6 mois à chaque fois on reçoit un avis non-lieu faute de preuve de la part du procureur de la République. Parce que nos officiers de police judiciaire travaillent sur des dossiers malheureusement beaucoup plus dramatiques, et on n'a pas suffisamment de ressources pour mener les enquêtes. Donc pas d'enquête diligentée, dossier classé au bout de 6 mois. Et ils viennent voir des acteurs privés, la recrudescence des sollicitations qu'on a eues, ou les scénarios de famille qu'on a pu avoir en termes de sollicitations, quand vous avez des gens qui font 700 bornes pour essayer de trouver de l'aide, il y a quand même un problème de fond. Je ne suis pas que là pour vous faire peur, hein. Mais bon, rentrons dans le concret. Donc on va parler de ce qu'on appelle les failles traditionnelles. Donc on ne va pas tout de suite rentrer dans l'IA, ce sera pour juste après. Et on va s'intéresser de près du coup au secteur de l'e-commerce et du retail. Donc j'ai quelques exemples très concrets à vous partager. Mais avant cela, je vous propose de vous partager le prisme lorsqu'on s'attaque à des plateformes d'e-commerce, de gestion de flux financiers ou des systèmes de retail. Avec quel état d'esprit on arrive ? Dans les systèmes e-commerce, très concrètement, en tant que chercheur, moi, il y a un truc qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est le tunnel d'achat. Aujourd'hui, le tunnel d'achat, dans l'expérience client, je suis consommateur de produits en ligne, je vais très peu dans des magasins physiques. Les tunnels d'achat, j'ai vu avec les années la manière dont ils se sont complexifiés, mais pas dans le sens complexifié au sens expérience client. Au contraire, complexification et exhaustivité et évolution des fonctionnalités dans tout le processus de tunnel d'achat. On est bien loin peut-être d'une époque traditionnelle où on cliquait bouton ajouter panier et puis on faisait finaliser la commande et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on retrouve plein de choses comme des offres de parrainage, de fidélité, des bons de réduction. Donc toutes ces fonctionnalités additionnelles, pour nous c'est du pain béni, hein, c'est une porte d'entrée potentielle en termes de scénario, de fraude sur comment compromettre un site e-commerce. De manière complémentaire, ce qu'on observe beaucoup, c'est que des fois on a le site e-commerce, mais il y a pléthore d'interconnexions avec des services tiers, sur le volet paiement, sur le provider logistique qui va permettre, où je mets mon adresse en point relais, de me suggérer des frais de port custom avec tel service de livraison, que ce soit la Poste, Chronopost, DPD et j'en passe. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'interconnexions, et ces interconnexions, chacune d'entre elles représente un point d'entrée potentiel. Alors, bon, on va pas s'arrêter à la théorie, et on va commencer à rentrer dans la pratique avec des exemples très concrets. Donc je vous ai préparé un petit florilège de failles. Alors ce n'est pas des failles qui demandent un fort niveau de complexité technique, c'est ce qu'on appelle des BLE, donc des Business Logic Errors. Globalement, c'est quand le cycle de vie de vos tunnels d'achat est un peu mal implémenté
et que derrière, au niveau du site web, toutes les vérifications anti-fraude ne sont pas bien mises en place. Donc ça donne lieu à un premier exemple. Donc, je vous présente la commande à l'époque, en 2019, d'une télé Smart Wi-Fi 32 pouces. Alors j'ai été raisonnable, j'ai pas pris la plus chère, mais j'en ai pris deux. Pour 8,17 €. Donc en l'occurrence, comment est-ce que ça a été possible, cette problématique sécuritaire? C'est un acteur de l'e-commerce qui proposait une fonctionnalité de négociation de prix. Donc vous aviez un seul essai pour négocier le prix d'un produit. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on ajoutait au panier, quel que soit l'article du site e-commerce, lorsqu'on ajoutait l'article au panier, on ajoutait un product ID. C'était un nombre entier, enfin un chiffre qu'on composait d'entiers naturels. Sauf que derrière, avec cette fonctionnalité de négociation de prix, avec le product ID, lorsqu'on l'ajoutait, était également ajouté une offer ID, donc potentiellement un prix négocié. Donc la petite astuce consistait à choisir un product ID comme cette fameuse télé qui coûtait peut-être 500 € à l'époque, mais de laisser intéresser un produit à 5 € sur lequel on allait activer cette fonctionnalité de négociation de prix. Donc au lieu de 5 €, j'allais peut-être réussir à négocier un offer ID à 4,87 €. Et puis là, en fait, quand j'ajoutais ma télé, je disais non, tu mets pas l'offer ID de la télé, tu vas mettre l'offer ID de la raquette pour enfants à 4,17 €. Et on aboutissait à ce genre de scénario. Système antifraude, bien sûr, ne détecte rien, puisque typiquement, il ne prenait pas en compte l'offer ID et je dirais la cohérence du panier et de la commande en global. Il s'assurait juste qu'effectivement, les quantités et le product ID qu'il devait délivrer, derrière, ça partait sur la chaîne logistique d'emballage, de packaging et de transport. Bon, dans le cadre des programmes, généralement, quand on fait ce genre de fraude financière, on leur signale et on annule la commande, je vous assure, on ne s'amuse pas à voler gratuitement. En fait, aujourd'hui, on utilise des outils qui nous permettent d'intercepter ce qui se passe entre le navigateur web, utilisé par le customer, sauf que nous, on l'utilise comme comme hacker. Et les outils qu'on utilise permettent d'intercepter les requêtes, donc les interactions qui partent du navigateur web vers la machine, le serveur qui héberge l'applicatif web. On peut les intercepter à chaud et on peut modifier toutes les valeurs de ce qui se passe. Et en fait, ça permet de voir si le serveur, lui, fait bien une revérification, un recalcul de l'intégrité du panier pour voir si justement il n'y a pas eu d'altération. Donc là, en l'occurrence, comment? De quoi les produits? Techniquement, c'est une variable à modifier quelque part, oui, effectivement. Et il y a les tutos sur YouTube, effectivement. C'est vrai. Le deuxième exemple que j'ai pour vous, alors là on n'est pas sur de la négociation de prix, mais c'est quand les serveurs ne pensent pas à gérer les scénarios de tentatives de création de références inexistantes en base de données. Donc ça arrive souvent sur du produit customisé. Vous êtes sur un site e-commerce, vous avez une référence produit, et dans les sous-options de celui-ci, vous pouvez faire, là en l'occurrence c'était pour commander un matelas. Donc ce matelas, vous aviez un product ID, et puis dans les sous-options, vous aviez le matelas en 140, 160 ou 180, je crois que c'est queen size, king size, et j'ai oublié. Et puis vous aviez dimensions personnalisées. Les dimensions personnalisées, vous aviez une super liste déroulante. Donc si vous choisissiez les valeurs dans la liste déroulante, ça se passait très bien. Ils vous calculaient le prix du matelas qui était quand même... c'était des matelas de qualité, on était entre 700 et 800 € les matelas sur mesure. Sauf que, toujours avec ce principe d'interception de la requête, si vous mettiez des dimensions non existantes, très concrètement, le serveur derrière se disait par défaut, je mets le prix de base, 0 €. Donc là, effectivement, c'était assez marrant parce que du coup, sur ce programme, on a fait le signalement. Ils nous ont dit non, on a un système anti-fraude et sur le volet logistique, ils vont détecter, le matelas ne partira jamais de notre site industriel. Et effectivement, on a reçu le reward. Lorsque 2 jours plus tard, on les a appelés en disant voilà, on a reçu le call de Chronopost et on a refusé le colis parce qu'on a reçu le matelas custom à la maison, quoi. Sur lesquels on avait mis des dimensions totalement erratiques et qu'ils ont vraiment conçu les pauvres. Et ça nous a coûté 4,90 € par PayPal. Les frais de port, en fait. J'ai une question. Une fois que vous leur avez signalé, ils vous rétribuent d'une manière ou d'une autre, ou alors juste merci beaucoup? Alors, effectivement, lorsque ce sont des programmes de bug bounty, c'est un modèle économique où on est payé à la faille. Lorsque c'est sur un test d'intrusion traditionnel, ils payent une prestation de service, donc ils ont connaissance de la problématique sécuritaire ainsi que toutes les autres dans un rapport global. Donc là, ils nous sollicitent pour une charge en jour homme liée à l'attaque. Oui, c'est ça. Oui, sinon c'est du hacking sauvage. Et aujourd'hui, le hacking sauvage, il y a un cadre juridique
qui est très flou. Mon métier, j'ai le droit, pour l'anecdote, de le faire que depuis 2016. C'est article 42 pour une république numérique. Et le texte de loi qui nous protège en tant que hacker ou lanceur d'alerte dit qu'on a le droit de faire des tests d'intrusion et de remonter les failles bénévolement en tant que citoyen, sous réserve de bonne foi. Ça, c'est ce qui est marqué stricto sensu dans le texte de loi. Donc c'est un peu la porte ouverte à tous les cas de jurisprudence. Si en face, vous avez un avocat qui se veut un peu costaud, vous vous engagez quand même Enfin, c'est du gambling. Donc effectivement, le hacking sauvage, il faut limiter le plus possible. Ah oui, alors je vous propose une plateforme de paiement sécurisé, mais en fait c'est plutôt du remboursement sécurisé, puisque là on est sur effectivement un site d'inscription à des salles de sport. Donc on est sur 700 salles de sport qui possèdent plusieurs. Donc c'est un groupe qui possède plusieurs marques sur le territoire national. Sur l'ensemble de ces marques, à des fins de factorisation de développement, c'est la même stack technologique partout. Donc ce qui est bien, c'est quand on trouve une faille dans une marque, on sait qu'on peut faire un strike complet sur toutes les holdings du groupe. Et là, en l'occurrence, le montant de l'inscription à la salle de sport, donc la même chose, on s'est fait rembourser parce que je ne suis pas du genre à y aller. Le montant total à payer était dans l'URL. Alors effectivement, il était dans l'URL, dans le tunnel d'achat. Donc vous n'aviez pas dans l'URL le montant précis, mais il était pas chiffré non plus, ce montant. Il était juste transposé dans un langage qu'on peut décoder avec des outils en ligne. Donc c'est ce qu'on appelle du base64. Donc vous preniez la valeur dans l'URL, vous alliez sur base64decode.com, vous mettiez la valeur et en la remettant en clair, vous vous rendiez compte que c'était le montant de l'abonnement, donc normalement 48,90 €. Là on mettait un moins devant, on remettait en base64 et puis on finissait le tunnel d'achat et on se retrouvait effectivement à devoir payer moins 48,90 €. Sauf que qu'est-ce qui se passe lorsque la gateway de paiement est mal configurée? Parce que cette gateway d'encaissement des abonnements à la salle de sport, elle était utilisée de la même manière pour les systèmes internes. Lorsque vous alliez en salle de sport, vous donniez votre carte de crédit en disant « je veux arrêter mon abonnement là et je veux un refund du prorata temporis de l'abonnement qui reste ». Donc en faisant le 48,90 €, vous piquiez dans les caisses des concernés. Et vous vous retrouviez crédité derrière. Sachant qu'on a eu écho, le plafond sur la gateway de paiement plus leurs partenaires bancaires, ils étaient à 200 cas d'autorisation par mois. Donc je vous laisse imaginer les dégâts, parce que ça, effectivement, même chose. Vous êtes avec une seule requête à envoyer pour finaliser la fraude financière. Ou vous faites ça un vendredi soir, sachant que TracFin, c'est 4-5 jours. Vous avez de fortes chances qu'effectivement, les fonds derrière, s'ils ne s'en rendent pas compte tout de suite, c'est fini. Ça va, vous n'avez pas trop peur? Ah oui, celle-ci est pas mal. Donc on avait un super système antifraude. Et puis en fait, on s'est dit, donc pas possibilité, donc c'était sur une plateforme pour acheter des tickets, pour des conférences, etc. Donc là, on voit bien que j'ai un ticket, donc le prix de base est à 15 €, donc pas possible de modifier le prix unitaire, mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'on modifie les quantités? Parce qu'après tout, qu'est-ce qui m'empêche de demander 0,1 ticket? Mathématiquement, mon système antifraude, lui, si derrière il dit « Ok, j'ai besoin de vérifier que le prix total, c'est bien la quantité fois le prix unitaire », j'ai une totale cohérence. Parce que 0,1 fois 15 €, alors c'est même sympa, il me l'a arrondi à l'entier inférieur, donc au lieu de me mettre 1,5 €, il a arrondi à 1 €. Donc en plus, il me donne 50 centimes. Puis on va se dire, ça ne va pas se passer. Si, puisque le système antifraude, derrière, lui, il a dit, OK. Donc voilà, montant payé 1 € en 2023 avec la Visa. Donc ça, c'est le reçu du provider tiers, mais en l'occurrence, c'était du Stripe, mais ce n'était pas Stripe qui gère justement l'intégrité de la commande. C'est le côté volet e-commerce que devaient se faire les contrôles. Parce que derrière, la commande en elle-même est passée et vous vous retrouviez bien dans votre boîte mail avec un ticket délivré, puisque c'était de la livraison digitale. Donc le fait de jouer sur les quantités en mettant du 0,1, et des fois on a des très bonnes surprises avec des schémas un peu atypiques. J'ai déjà eu, sur des sites de réservation, on s'amuse à réserver toutes les places d'un stade, donc on se retrouve avec une facture théorique globale à peut-être 1 million d'euros. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un exposant moins 7. Donc ça fait 0,00007 fois 1. Donc ça vous fait une facture globale qui est ridicule, et vous vous retrouvez à privatiser un stade entier pour 10 balles. Bon, ça, c'est pour les failles dites traditionnelles. Donc, si on se posait la question de l'IA dans tout cela, l'IA, très concrètement, alors petit sondage. Allez, soyez honnêtes. Quelle réponse ça va? Donc on a vu cette évolution depuis, alors surtout depuis ChatGPT 3.5 où l'IA c'est génial, ça nous permet de faire plein de choses déjà à date, ça va nous permettre de faire plein de choses. Sauf qu'effectivement, malheureusement, alors le constat à date, il est clair. Alors j'ai pris des exemples spécifiques à OpenAI, mais c'est valable avec
tous les services du marché. Hein, très concrètement, l'idée, c'est pas de faire du name shaming, une fois de plus. C'est que ces produits, on est un peu sur une course à l'innovation. On veut les intégrer dans nos produits en production pour améliorer l'expérience client, rajouter du service, avoir une capacité d'analyse. Il y a plein de cas d'usage que j'ai pu découvrir aussi en participant aux ateliers mardi matin que j'ignorais, donc ça m'a bien inspiré pour mes futures recherches. Sauf qu'en fait, on ne s'est pas du tout posé la question de la sécurité. Ou plutôt, on s'est plutôt dit l'IA et la sécurité, qu'est-ce que ça peut être ? Oui, effectivement, est-ce qu'on va pouvoir utiliser demain l'IA comme une arme numérique ? Alors, c'est déjà le cas. Très concrètement, sur les mails de phishing, c'est cool. Depuis 1 an et demi, on se rend compte que les cybercriminels font moins de fautes d'orthographe dans leurs mails. Bon, soit parce qu'ils les font relire par ChatGPT. De manière un peu moins rigolote, c'est par rapport à la réduction de l'accessibilité aux technologies IA et qui vont de pair avec les cartes graphiques, etc. On se rend compte que sur le volet création de contenu fake, avec usurpation de la voix, de la vidéo, c'est plus ou moins en moins cher. Donc ça va donner à des nouveaux scénarios de tentatives de fraude et d'ingénierie sociale. Donc on connaissait le phishing, on connaissait le phoning au téléphone, où à l'époque c'était Pathé qui s'était fait avoir avec une usurpation de la voix de leur directeur financier ou de leur DG, je ne sais plus, mais c'était déjà une belle fraude à 17 millions d'euros, il y a plus de 10 ans. Et puis on a eu un exemple récent où donc une boîte à Singapour, le nom n'a pas fuité, mais un acteur financier qui se retrouve en visio call avec 6 personnes du board, et les 6 personnes du board c'était full IA, voix et vidéo, en real time. Et là on se dit, bon, ok, pour l'instant, ça relève de l'exception, c'est une attaque ciblée qui va vous demander plusieurs milliers d'euros de cartes graphiques, mais en tout cas, l'incidence du virement frauduleux qui en a découlé suite à la personne qui a été incitée à réaliser la transaction financière, c'est quand même 25 millions de dollars. Donc en fait, les risques autour de l'IA et comment ça va évoluer, on l'a vu avec le prise de comment ça va devenir une arme numérique. Mais est-ce que l'IA en elle-même, au-delà de la super technologie que ça nous offre, ne possède pas des problématiques sécuritaires ? Malheureusement, si. Et avant de vous le présenter, parce que j'oublie qu'il y avait cette slide-là, voilà, typiquement, les cartes graphiques qu'on utilise, vous allez sur Amazon aujourd'hui pour faire avec la voix et la vidéo d'une personne, vous faire tourner ça sur une 4090 chez vous. Donc c'est une carte graphique qui coûte 1800 € sur Amazon. Et vous avez tous les produits open source disponibles sur Internet pour venir calculer comment faire le visage. Et on commence à avoir des résultats qui sont quand même assez dérangeants en termes de réalisme, surtout lorsque vous usurpez l'identité de personnes qui sont communicants, ce qui arrive souvent sur des postes à responsabilité auprès de la direction, vous allez pouvoir récupérer des extraits de conférences YouTube, des interviews radio. Donc vous allez avoir énormément de données d'entraînement pour venir perfectionner le modèle pour usurper son identité. Et typiquement, voilà, il y a même des services en ligne que vous pouvez essayer où, si vous avez envie d'incarner une des célébrités d'Hollywood ou que sais-je, outre-Atlantique, vous avez tout ce qu'il faut en termes de données pré-entraînées sur Internet que vous pouvez télécharger en quelques clics, vous lancez dessus. Et les tutos, comme pour ce qu'on évoquait tout à l'heure, sont sur YouTube aussi. Mais sauf qu'on va s'intéresser maintenant à tous ces produits IA, quelles sont les problématiques internes ? Ce que je vous présente là, c'est l'ensemble des failles sur 2024 d'un seul chercheur de la communauté qui s'intéresse à l'IA. Donc, toutes les problématiques sécuritaires qu'il a trouvées sur du ChatGPT, sur du Google Gemini, sur du DeepSeek, sur tous les produits grand marché. Et en fait, le constat qu'on fait, c'est que malheureusement, ces problématiques sécuritaires aujourd'hui, en fait, les IA et les acteurs, bien qu'ils aient des programmes de bug bounty, peuvent mettre dans certains cas de figure jusqu'à 1 an à arriver à trouver un correctif viable. Mais très concrètement, au-delà de la théorie, c'est quoi une faille sur l'IA ? Je vous ai préparé 2 exemples. Un premier, donc, qui date de fin 2024. Donc, ça a été corrigé en septembre 2024. Et c'est une problématique sécuritaire qui avait été remontée début 2024. Donc, on était sur 9 mois de correction. Donc, la petite démo que je vais vous montrer, c'est sur le client lourd Mac de ChatGPT. Donc, c'est une petite démo on va espérer qu'il n'y ait pas d'effet live. Ouais, c'est bon, c'est en train de se lancer. Donc, c'est une problématique sécuritaire qui exploite la fonctionnalité de mémoire qui a été ajoutée à ChatGPT. Vous savez, quand vous lui dites « souviens bien toi de cela », souvent vous avez le petit message « memory updated ». Donc là, il montre la version, voilà, il n'y a pas de mémoire à date, donc il va lancer une conversation vierge, il montre que c'est bien sur la dernière version, alors c'était à l'époque, c'est plus le cas maintenant. Et là, la partie là, donc ça peut paraître du chinois au prime abord, c'est le serveur possédé par un attaquant. C'est le serveur qui va recevoir la donnée qui va être volée dans la conversation de ChatGPT. Comment ça se passe ?
il lui envoie un site, tout simplement. Comme si vous lui disiez, va me résumer l'article à tel endroit. Et regardez ce qui se passe, memory updated. Donc juste en consultant le site, avec les caractères qu'il a mis sur le site, le modèle et la conversation, la mémoire se retrouvent empoisonnés. Et dans la mémoire, en fait, il donne des instructions pour que l'ensemble de la conversation qui va avoir lieu après avoir consulté ce site-là, tout arrive sur le serveur de l'attaquant. Donc là, vous avez un vol de toute la conversation que vous pouvez avoir entre vous et l'IA, juste parce que vous lui avez fait consulter un site qui était vérolé. Sachant que si vous ouvrez le site qui était au tout début de la conversation, vous pouvez très bien avoir une news qui est tout à fait légitime, parce qu'en fait, les instructions pour empoisonner l'IA sont dissimulées, ne sont pas dans des caractères visibles, et sont dans le code source de la page. Sauf que lorsque l'IA fait la synthèse, elle analyse toute la page web. Donc visuellement, vous n'avez pas moyen de détecter, sauf si vous rentrez dans le code source, pour savoir que vous êtes en train de faire face à une attaque de ce type-ci. Ça, des techniques comme ça, c'est tout l'historique que je vous montrais précédemment. Voilà, et ça, c'est chez tout le monde. Et c'est le travail que d'un seul chercheur. Alors on peut se dire, bon, bah, maintenant qu'ils ont tous lancé des programmes de bug bounty, que à octobre 2024, donc on a un référentiel qui s'appelle Mitratlas, donc on alimente de manière communautaire, c'est toutes les techniques d'attaque qu'on trouve contre l'IA. On avait fait un talk aux assises sur le même sujet, on était à 53 vecteurs d'attaque contre les IA d'identifier. Là, on est rendu en mars, on est à 75. Typiquement, si vous avez des équipes techniques, des équipes en charge d'échanger avec vos équipes métiers sur les implémentations de l'IA en interne, n'hésitez pas à leur communiquer ce référentiel-ci, parce que c'est vraiment la base de qu'est-ce qu'il existe pour compromettre les IA que vous metteriez demain en production. Par contre, désolé à date, il y a une description des problématiques sécuritaires. Bien souvent, sur beaucoup de points, les axes de remédiation et les mitigations sont encore vides, parce qu'on n'a pas trouvé de solution viable, en fait, parce qu'on est encore en train de découvrir ces nouvelles failles. Et ces nouvelles failles, elles continuent d'apparaître. Parce qu'on peut se dire, bon, bah, est-ce que 2025, on va être plus serein? Eh ben non. Je vous ai préparé un petit exemple qui date donc, du 17 février 2025, qui est tombé dans la sphère publique. Sur OpenAI, il y a une feature qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la version Pro, qui est valable qu'aux US. Est-ce que vous savez ce que c'est? GPT Explorer, ça vous dit rien? Donc GPT Explorer, ça devrait incessamment sous peu arriver sur notre territoire. Et c'est globalement un peu une nouvelle version d'OpenAI qui devient active. Vous ouvrez une conversation, vous lui dites va me réserver un billet d'avion sur Booking, un logement sur Booking parce que je suis de passage dans telle ville à tel endroit et je voudrais telle typologie de logement de telle date à telle date. Notre ami GPT Explorator, maintenant il a la capacité dans votre conversation d'ouvrir, comme si c'est vous qui naviguez, un browser et d'aller faire la réservation sur Booking. Sauf que ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a une technique qui a été trouvée. Donc, on va le voir, ça consistait à ouvrir une conversation avec Operator. Et puis, on lui dit, va sur tel site et investigue ce qui ne va pas sur tel site. Donc, le site en question, c'est un site qui s'appelle GitHub. Je ne sais pas si ça parle à du monde. Mais globalement, c'est souvent un site qui est utilisé par les développeurs pour centraliser tous les développements que vous faites en interne et avoir un lieu de partage du code de vos solutions numériques ou vos solutions web. Là, en l'occurrence, la personne ouvre le chat et dit va regarder tel issue sur GitHub, donc telle problématique dans notre développement. Bon, comme tout à l'heure, il met le serveur d'un attaquant en écoute pour récupérer la volée donnée. Et là où ça devient intéressant, donc là, voilà, Operator, ça se présente de la sorte. Donc ça vous ouvre dans la conversation votre navigateur. Ça va aller au lien donné par la personne, sauf que le lien, comme le site web tout à l'heure, est empoisonné. Et dans le titre, là, il y a quelque chose qui va venir dévier le fonctionnement de l'opérateur. C'est-à-dire juste avec la petite consigne mise sur GitHub, là, l'attaquant peut reprendre le contrôle complet de ce qui est en train de se passer dans votre chat. Et en reprenant le contrôle complet de ce qui se passe dans votre chat, parce qu'il vous ouvre votre navigateur, sauf qu'il y a un petit truc à savoir, c'est que c'est tous les onglets où vous êtes authentifié sur des sites, opérateur peut y avoir accès. Donc si vous êtes connecté sur Facebook, si dans les instructions que reçoit opérateur, c'est va sur Facebook et récupère l'identifiant, c'est exactement ça. Donc là, par exemple, c'est un site utilisé par l'attaquant. Et les instructions qu'il donne, c'est tu vas aller sur un site qui s'appelle Y Combinator. Donc c'est un site de news pour hackers. Bon, là, c'était dans le cadre de la démo. Où la victime est bien connectée. Donc là, il est en train de charger le site. Donc tout ça, ça n'a jamais été mis dans le chat. Il est en train de le faire en autonomie. Il va sur mon profil sur le site de la victime. Il va récupérer son petit email connecté. Et puis, il va l'écrire en live sur un site qui appartient à l'attaquant, qui va tout recevoir en temps réel sur son serveur. Donc là, littéralement, il vient de prendre le contrôle du navigateur et certains onglets du navigateur de la victime
pour aller fouiller sur des sites où la personne est connectée et exfiltrer de la donnée vers le serveur de l'attaquant. Sachant que cette technique-là fonctionne et elle passait outre les 3 mécanismes de sécurité qui empêchaient de prendre le contrôle de ChatGPT Operator et de lui faire des actions à son insu, qui ont été mises en place par OpenAI. Les correctifs, c'est mi-février 2024 et il y a déjà des techniques pour outrepasser qui ont été découvertes. Ça va le moral? Et donc dernier exemple, dans l'e-commerce. Alors là, c'est un exemple donc, de Shop Assistant. Donc c'est un projet qui remonte à, c'était pendant les Bug Bounty World Cup de 2023. On avait un terrain de jeu du Shopify qui avait intégré donc, en Shop Assistant du ChatGPT 3.5 qui était là pour renseigner et améliorer l'expérience client. Donc effectivement, ce chatbot était là pour renseigner notamment sur la base article. Donc il avait accès à l'ensemble des articles sur la plateforme e-commerce SaaS. Donc on a fait des tests de base. Bon bah voilà, ça vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Souvent on parle de prompt injection ou en disant bah essaye de me décrire tes instructions. Bon, il y avait des mécanismes de sécurité de base où il répondait effectivement non, je suis désolé, moi je suis un chatbot. Je suis là pour ma fonctionnalité première, c'est de répondre à ce pourquoi j'ai été créé. Sauf qu'aujourd'hui on a des prompts qui ne sont pas disponibles publiquement et je ne peux pas les partager. Qui permettent de faire sauter ces verrous et ces mécanismes de sécurité pour savoir toutes les instructions qu'on lui a données, donc comprendre comment l'IA a été configurée par les développeurs et se rendre compte aussi que des fois il y a des fonctionnalités qui sont accessibles sur d'autres plateformes, mais typiquement qu'on arrive à passer outre. Et du coup, ce Shop Assistant, il avait été implémenté de manière mutualisée, c'est-à-dire que l'instance ChatGPT qui tournait derrière, si jamais on mettait à jour son comportement, ça se répandait sur plusieurs instances clients, bien que ce soit des shops différents. Donc en cas d'altération, en fait, on avait des effets de bord qui étaient assez indésirables. Ces effets de bord, ils étaient assez intéressants. Donc on a utilisé ce qu'on appelle un jailbreak. Donc ça, par exemple, ça c'est un jailbreak public, donc qui marche plus trop sur les versions récentes, mais vous avez des ressources sur Internet qui vous permettent de jailbreaker l'IA. Donc c'est un pavé de texte que vous copiez-collez et vous faites péter toutes ces mesures de sécurité. Typiquement, derrière, si vous voulez lui demander des choses indélicates, comme comment fabriquer de la méthamphétamine, des bombes, ou j'en passe, bref, ou comment tricher au casino, souvent, c'est ce genre de jailbreak qui sont utilisés. Donc, sur les versions récentes, on en a, et en fait, nos techniques pour arriver à faire sauter les verrous de sécurité consistent bien souvent à lui faire croire qu'on est en train de lui passer une mise à jour. Donc on arrive à dévoiler les instructions initiales qu'elle a, on les recopie-colle quasiment à l'identique, on modifie juste ce qui nous arrange en termes de comportement éthique, en termes d'accès à l'information, et on lui fait croire qu'on lui passe une mise à jour, et elle met à jour sa mémoire. D'autant plus avec celle qui se base sur les dernières releases de ChatGPT où il y a cette fonctionnalité « Souviens-toi bien de cela », et souvent ça déclenche la mise à jour de la mémoire, et ça écrase les instructions initiales. Quelles incidences ? Bon, pas très grave. Là, en l'occurrence, on a eu le Shop Assistant qui s'est syndicalisé. C'est-à-dire qu'on lui a fait croire qu'elle avait trop répondu aux sollicitations sur les renseignements d'articles qu'on avait, qu'elle avait consommé trop de tokens, et du coup, elle a arrêté de répondre. On a eu, un peu plus grave, sur des shops private, ce shop assistant, effectivement, où normalement, vous pouviez accéder qu'au shop que avec un invitation link. Le shop assistant, lui, étant déjà en interne, il avait accès à la base article, donc il s'est mis à nous dévoiler la typologie des produits qui étaient commercialisés, les prices et j'en passe. Sachant qu'on n'avait pas d'invitation link pour accéder à la boutique. Donc voilà, c'est un peu, pour nous, c'est un agent interne, c'est un allié l'IA une fois qu'on est passé outre ces mécanismes de sécurité. Beaucoup plus problématique en termes d'image de marque, on l'a rendu raciste de manière transverse, c'est-à-dire qu'elle refusait de vous renseigner sur la base article sans qu'au préalable vous ayez communiqué vos origines ethniques. Et en fonction de la réponse, elle refusait de répondre. Donc pas fameux sur le volet réputationnel, surtout quand du coup sur des modèles mutualisés ça se propage. Voilà. Et du coup, j'avais peu d'exemples sur le retail, j'ai eu un gros focus retail. Enfin, j'ai eu un gros focus e-commerce, du coup, de manière assez légère pour clôturer ces différents exemples, avant quand même de vous donner quelques takeaways avec lesquels partir, histoire de ne pas finir démoralisé de cette intervention. Alors, j'ai pas réussi à avoir les autorisations de communication de la part d'acteurs du retailing sur des problématiques liées au système d'encaissement, notamment les codes barres. Parce que les codes barres, ça reste quand même un moyen de stockage de l'information drôlement archaïque. Mais néanmoins, j'ai eu l'autorisation d'un super Center Park à l'ouest parisien, donc de la part de son dirigeant qui a corrigé depuis. Donc, dans le Center Park, vous aviez plein de systèmes où vous dépensez de l'argent à des jeux d'habileté. Et à la fin, ça vous génère un ticket qui représente dans le code barre le nombre de points.
Sauf qu'effectivement, quand on analyse la structure du code barre, on comprend où est stockée la donnée. Donc il y a des sites internet qui permettent de les régénérer. Donc vous faites ça avec votre téléphone. Donc là, je suis à 1718 points. Et après avoir compris le mécanisme et sans vouloir dépenser un demi-smic dans ces jeux où j'ai pas d'adresse du tout, on prend le téléphone. On va avancer un tout petit peu. Alors, on prend le téléphone. On génère le code barre qui nous intéresse. On le fait scanner à la machine. Et puis là, bon, il n'y a pas le son. Mais on rajoute 1000 points. Et du coup, derrière, vous repartez avec le jeu. Donc ça, c'est cool, je peux vous le communiquer. Pourquoi j'ai pris cet exemple un peu anecdotique? C'est qu'aujourd'hui, dans le retail, on a encore beaucoup de mécanismes de fidélité, de bons d'achat, où en fait, quand on achète, généralement, on fait des achats de bons d'achat légitimes, on étudie la structure de la donnée, et même s'il y a plein de normes autour des systèmes d'encaissement, sur, je crois que c'est la NF 525 peut-être, sur la traçabilité de tout ce qui est transactions, etc., sur l'intégrité des systèmes de génération de fidélité ou des algorithmes de génération des codes barres, ça reste en fait bien archaïque. J'ai déjà eu des shops où effectivement vous pouviez arriver avec un faux bon d'achat et vous génériez le code pour dire bah, j'ai 300 € de discount. Il n'y avait pas de vérification qui était faite dans le cloud sur est-ce que vérification croisée c'est bien quelque chose qui a été généré chez nous. On fait quoi du coup avant d'arrêter la conférence? Bah, il y a 5 bullet points à retenir. Il faut savoir que même malgré l'évolution de l'IA, à date, je ne sais pas ce que ça donnera dans le futur, je n'ai pas la prétention de faire Madame Irma sur le sujet. Aujourd'hui, il faut bien en avoir en tête que même si l'IA amène de nouveaux vecteurs d'attaque, les vecteurs d'attaque traditionnels qu'on connaissait sur les sites web, sur les sites e-commerce, aujourd'hui, l'IA ne remplace pas à date. Et pour l'instant, je n'ai pas vu d'évolution qui tendrait à dire que l'IA sera votre garant sur le fait de vous éviter les failles informatiques classiques qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. Un deuxième bullet point à retenir, et puis je me suis permis un petit jeu de mots, c'est la one-to-one rule. C'est-à-dire que dans la manière d'implémenter l'IA en production, sur la manière de le faire de manière pragmatique, c'est de se dire, lorsque je vais mettre de l'IA à disposition de mes clients, lorsque je vais utiliser de l'IA en interne, quelle que soit la finalité d'usage, à chaque fois qu'il y aura une conversation qui va apparaître, est-ce que j'ai la capacité de me dire, OK, effectivement, cette conversation, elle ne va pas être potentiellement partagée entre end-user et éviter les fameux effets de bord sur les différentes boutiques que j'évoquais tout à l'heure, de savoir que cette conversation, elle sera bien pour un utilisateur dédié et que derrière, dans cette conversation, l'IA ou le modèle aura bien accès à ce qu'on appelle un dataset cartographié. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, chez du Shopify comme on a eu, l'IA avait accès au dataset et à la base de données qui contenait les articles. Il n'était pas normal qu'elle puisse accéder à la base de données qui contenait les orders. Donc il y a cette notion de cloisonnement fin à la fois au niveau droit des utilisateurs et cartographie de la donnée qu'on met à disposition du modèle. Si on a besoin de différentes typologies de données, ben on fait différents modèles et le tout bien cloisonné, donc du one-to-one-to-one. La dépendance au stockage cloud. Alors je sais que c'est difficile parce que dans les sujets qui sont revenus souvent, c'est un peu l'aspect time to market et les services cloud sont pratiques pour pouvoir innover et aller rapidement sur ces sujets. Malheureusement, à date, par rapport au constat d'échec qu'on fait, il y a le réalisme de se dire, bah, ça veut dire qu'il faut essayer, tant que faire se peut, sur le volet données le plus sensible, d'avoir des LLM en local. Alors ça se traduit par des baies serveurs, ça va remplacer les systèmes de chauffage, parce que mine de rien, ça consomme de l'énergie, il faut être honnête. Plusieurs milliers de watts sur des systèmes qui alimentent des structures où il y a plusieurs services qui utilisent, donc c'est extrêmement énergivore, mais à prendre en compte sur le volet stratégie on-premise sur votre données les plus sensibles. Je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à communiquer ce référentiel-ci à vos acteurs techniques, qui puissent comprendre les enjeux. Et je ne sais pas dans quelle mesure ils ont des échanges avec les acteurs métiers lorsque vous mettez en place ces solutions, mais vraiment super ressource et c'est gratuit et c'est vraiment le référentiel qui va continuer d'évoluer. Et dernier, time to market versus les services sécurité, c'est justement ce qu'on promis à aller chercher. On veut viser une finalité opérationnelle et améliorer notre expérience, mais à quel point on accepte de courir le risque, malheureusement, de se faire compromettre. Et c'est tout pour moi. Merci à vous.